La séance est ouverte. La présidente de l'Assemblée nationale a reçu aujourd'hui à 18h30 une motion de censure déposée par M. Boris Vallaud et 65 membres de l'Assemblée en application de l'article 49 alinéa 2 de la Constitution. En application de l'article 153 alinéa 4 du règlement, il est pris acte de ce dépôt. La motion de censure va être notifiée au gouvernement et affichée. La date et l'heure de la discussion et du vote sur cette motion de censure seront fixées par la conférence des présidents. Sur ce, nous allons reprendre l'examen des amendements. Je crois qu'il y avait des demandes de scrutin public. Je vais les annoncer à nouveau. Sur le vote des amendements 134 et identiques, je suis saisi par le groupe écologiste et social d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Article 28, amendement de suppression. L'ordre du jour appelle la suite du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière et environnementale, énergétique, de transport, de santé et des circulations des personnes. Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles, s'arrêtant à l'article 28. Pour l'amendement numéro 134, Madame Ozen. Oui, merci. Donc cet amendement supprime un article transformant des contrats de régulation en concessions de 10 ans. Une telle durée freine la flexibilité de l'État et pourrait engendrer des rentes excessives. La suppression garantit une régulation efficace et une adaptation aux enjeux climatiques et économiques. Sachant aussi qu'en 5 ans, il peut se passer beaucoup de choses, une pandémie, une guerre au port de l'Europe. Pour éviter les mêmes erreurs que les concessions autoroutières, nous ne devons pas étendre la durée de gestion des aéroports par des sociétés privées. Merci. Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un défend le numéro 184 ? Il n'est pas défendu. 185, pardon, il n'est pas défendu. Madame la rapporteure, l'avis de la commission. Merci, Monsieur le Président, Madame la députée. Cet amendement vise à supprimer l'article 28. Cet article permet pourtant un aménagement qui est bienvenu dans la durée des premiers contrats de régulation économique aéroportuaire dans le cadre de l'attribution d'un contrat de concession. En effet, actuellement, on manque de flexibilité, en particulier pour les grands projets qui nécessitent des investissements très lourds. Ces contrats conclus entre l'État et l'exploitant de l'aéroport s'inscrivent dans le cadre de la régulation économique aéroportuaire en offrant de la visibilité sur les conditions d'évolution des tarifs aéroportuaires. D'ailleurs, je défendrai plus tard un amendement d'évolution pour permettre d'allonger plus largement la durée des contrats de régulation économique de 5 à 10 ans, hors renouvellement de concessions aéroportuaires. Vos craintes selon lesquelles l'allongement de la durée de ces contrats créerait une rente économique ne sont pas du tout fondées. Ces contrats ne dispensent pas les exploitants d'aéroports de soumettre chaque année les tarifs de leurs redevances à l'homologation et au contrôle de l'autorité de régulation des transports qui fait très bien son travail, Madame la députée. Donc c'est un avis défavorable. Je vous remercie. Madame la ministre. Même avis que Madame la rapporteure. Double avis défavorable. Je mets aux voix cet amendement qui est pour. Scrutin public. Excusez-moi. Je vais bien vouloir gagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 43, exprimé 43, majorité 22 pour 13 contre 30. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Amendement numéro 250. Madame la rapporteure. Alors, le premier alinéa de l'article 28 du projet de loi en discussion a pour objet d'étendre la durée des contrats de régulation économique jusqu'à 10 ans, contre 5 aujourd'hui dans un cas particulier, celui du premier contrat conclu à la suite de l'attribution de la concession aéroportuaire. Cet amendement vise à étendre cette possibilité de déroger à la durée normale de 5 ans lorsque la nature et les caractéristiques du projet industriel de l'exploitant d'aérodrome le justifient. Ampleur, séquence et complexité des investissements envisagés, caractéristiques des prévisions de trafic.
Les contrats de régulation économique constituent l'outil privilégié de la régulation économique du secteur aéroportuaire. En fixant un plafond d'augmentation des tarifs de redevances aéroportuaires et un programme d'investissement, ces contrats ont pour ambition de donner la visibilité nécessaire aux principaux acteurs économiques du secteur, l'État, les gestionnaires d'aérodromes, les compagnies aériennes. Or, la préparation et la procédure formelle de conclusion de ces contrats est de 2 ans, dont plus d'1 an pour bâtir un projet industriel en lien avec les compagnies aériennes et 1 an pour mener les consultations prévues par les textes. En d'autres termes, près de la moitié de la durée actuelle d'un contrat est passée à préparer le suivant, de sorte que les efforts à engager et les aléas inhérents à toute procédure administrative peuvent apparaître disproportionnés aux intérêts de recourir à cet outil négocié et concerté. Cette possibilité ne modifie pas les prérogatives de l'autorité de régulation des transports, l'ART, chargée d'apprécier, sur la durée dont seront convenus les co-contractants, le projet qui lui sera soumis après consultation des usagers. Merci. Madame la ministre, votre avis. Merci. Merci, Monsieur le Président. S'agissant de cet amendement, il est vrai que la durée des contrats de régulation économique pourrait, dans certains cas, être allongée au-delà de 5 ans, et en cela, je rejoins l'analyse de Madame la rapporteure. Toutefois, cette proposition d'un allongement général à 10 ans de la durée maximale des contrats de régulation économique n'a pas encore, à ce stade, fait l'objet d'une concertation suffisante. Elle est certes souhaitée par les aéroports, mais elle doit être approfondie en lien avec les autres acteurs du transport aérien qui sont plus réticents, que ce soit les compagnies aériennes ou l'ART. Et donc, dans ce contexte, c'est une demande de retrait ou avis défavorable. Je vous remercie. Est-il des prises de parole? Madame la rapporteure, souhaitez répondre? Compte tenu des explications de Madame la ministre, je vais le retirer puisque cet amendement demande une réflexion approfondie, d'après ce que je comprends, avec les différents acteurs. Je vous remercie. Le 250 est donc retiré. En discussion commune, le 114. Madame Brulbois. Alors, cet amendement vise à prévoir que l'autorité de régulation des transports, dans ses avis rendus sur l'avant-projet de contrat de régulation économique et sur le projet de contrat de régulation économique, tienne compte de la dérogation au principe de modération tarifaire pour les premières évolutions des tarifs de redevance proposés après l'entrée en vigueur d'un contrat de concession. Merci. Monsieur Le Seul, pour la présentation. Merci, Président. 110. Oui, cet amendement identique, enfin en discussion commune, vise à clarifier les conditions dans lesquelles le critère de modération tarifaire peut être écarté lors du renouvellement d'une concession. Lors du précédent texte d'ADU que nous avions examiné en avril dernier, il y a eu des dispositions sur ce sujet. Or, il apparaît que l'exposé des motifs indiquait que cette modération avait pour objectif d'exonérer exclusivement, lors du changement d'exploitant d'un aéroport concédé, l'application de la règle de modération tarifaire lors de l'homologation des premiers tarifs des redevances par l'autorité de régulation des transports. Alors, nous considérons qu'il y a besoin de clarifier cette interprétation finalement ou cette mise en œuvre de la loi d'ADU précédente et qui ne correspond pas complètement à l'exposé des motifs, et donc nous souhaitons défendre cet amendement qui a été d'ailleurs travaillé avec l'ART et partagé entre le concédant et le régulateur. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, je vais d'abord demander l'avis de la Commission sur le numéro 110, puis l'avis du gouvernement. Favorable sur le 110. Madame la ministre, sur les 2 amendements, je veux bien votre avis. C'est un avis favorable, je crois que sur le 114. Alors, c'est une demande de retrait pour le 110 au profit du 114. Voilà.
Madame la ministre, du coup, votre avis et l'avis du gouvernement sur ces deux amendements? Je vais suivre donc Madame la rapporteure, puisque les deux amendements visent le même objectif que je rejoins, et la rédaction de l'amendement 114 nous paraît plus claire et plus solide, mais c'est bien le même objectif, monsieur le député Le Seul, donc je vous invite à retirer votre amendement au profit de celui de Madame la rapporteure, ou à le modifier pour avoir un amendement équivalent. Monsieur Le Seul. Et je le ferai par élégance. Je vous remercie, monsieur le député. Le numéro 110 est donc retiré. Je vais mettre aux voix avec un double avis favorable l'amendement numéro 114, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Le numéro 227, Madame la ministre. Cet amendement propose de revenir à la rédaction initiale de cet article qui avait été validé par le Conseil d'État. Elle permet de conserver en totalité la marge d'action de l'État dans la conduite d'une procédure de mise en concurrence et de supprimer la notion de pressenti qui n'est pas définie dans la loi mais uniquement et spécifiquement dans les documents de consultation de chaque procédure. Il s'agit là d'avoir en fait un amendement rédactionnel qui sécurise le texte dans son application. Je vous remercie. Madame la rapporteure. La Commission a émis un avis favorable à cet amendement sur la publicité de l'avis de l'ART sur les avant-projets de la CRE, et on retourne donc à la rédaction initiale. Donc un avis favorable. Je vous remercie. Je vais donc le mettre au voie avec un double avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Il fait tomber le numéro 65. La présentation du numéro 66, Madame Brulebois. Actionnel, Madame la ministre. Favorable. Favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je vais mettre aux voix l'article. C'est pas le 28. Je vais mettre aux voix l'article 28 à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 29 qui ne fait pas l'objet d'amendement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous en venons à l'article 30, amendement à l'article, des identiques. Le numéro 111, Monsieur Le Seul. C'est moi. Monsieur Boulou. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement de repli du groupe socialiste et apparenté vise à renforcer les pouvoirs de l'autorité de régulation des transports sur les données numériques routières, en les alignant sur ceux qu'elle détient déjà pour les données numériques multimodales. L'article 30 du PJL d'ADU prévoit un pouvoir de contrôle, mais pas de sanction. Or, sans pouvoir de sanction, les contrôles perdraient leur efficacité. Cet amendement précise donc les obligations des acteurs et permet à l'ART de sanctionner les manquements constatés, garantissant ainsi l'effectivité de la régulation. De plus, il prévoit que l'ART rende un avis sur les textes réglementaires liés aux données routières afin d'ajuster les règles aux réalités de terrain et d'éviter des exigences disproportionnées. Cet amendement est issu des échanges avec l'ART et il sécurise juridiquement le dispositif et renforce son efficacité au service d'une régulation cohérente et équilibrée. Merci. Je vous remercie, Monsieur Cernon, pour la défendu. Madame la rapporteure, votre avis. Merci, Monsieur le Président. En effet, messieurs les députés, nous avons eu ce débat en commission. Il s'agit en effet d'une demande de l'ART, Autorité de régulation des transports, de se voir confier un pouvoir de sanction en plus de son pouvoir de contrôle dans le domaine des transports intelligents routiers. Vous l'avez dit, l'ART s'appuie déjà sur le fait qu'en matière de contrôle des données numériques, elle exerce un pouvoir de sanction sur les données numériques du ferroviaire et multimodal. Et donc, elle souhaiterait avoir un pouvoir aussi de sanction qui viendrait en cohérence de son pouvoir de contrôle. Si le droit européen en la matière ouvre bien la possibilité aux États membres de désigner un organisme de contrôle compétent, il ne l'assortit pas d'un pouvoir de sanction. Par ailleurs, un passage en revue
de l'étendue des pouvoirs et des moyens de l'ART, qui n'ont cessé étendue de missions qui n'ont cessé de croître ces dernières années, serait bienvenue pour plus de clarté et de cohérence. C'est pourquoi je laisse le gouvernement, Madame la Ministre, se prononcer sur ce point, et pour ma part, je donnerai un avis de sagesse. Je vous remercie. Madame la Ministre. Je porterai un avis défavorable sur cet amendement. Donc j'entends l'idée qui est sous-jacente. Il présente plusieurs difficultés. Bon, d'abord, c'est une surtransposition du cadre européen qui s'appliquerait au premier chef aux gestionnaires de réseaux routiers de l'État et des collectivités locales. Je dirais, ce n'est pas une barrière infranchissable, mais c'est bon de le savoir au moment où nous avons cette volonté de simplification et de cohérence avec le droit européen. Plus problématique encore, le Conseil d'État a souligné que la prévision de sanctions dans ce cadre méconnaît le principe constitutionnel de l'égalité des délits et des peines sur lesquels s'appuient les textes européens. Et donc, à ce titre, il ne nous paraît pas juridiquement fondé. Et donc, ça sera un avis défavorable sur cet amendement. Je vous remercie. Monsieur Le Seul. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je ne comprends pas très bien. Alors, on ne va pas revenir sur le débat sur transposition, sous-transposition, transposition ad hoc, etc. Mais là, en l'occurrence, il s'agit de renforcer les pouvoirs de l'ART, de lui donner un pouvoir de sanction. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas renforcer ces pouvoirs de l'ART qui sont, par ailleurs, fortement réclamés par cette autorité. Est-ce que cela appelle une réponse? Madame la Ministre. Moi, je soulève un problème de droit, je ne soulève pas un problème de fond. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une sanction doit être étayée sur un texte et que ce n'est pas le cas ici, on ne peut pas le sortir de nulle part. Donc c'est un problème juridique. J'entends que vous souhaitez aligner un contrôle et une sanction. Je vous fais une réponse pour avoir un texte qui fonctionne et qui sinon risque d'avoir un problème d'application juridique. Et donc, je vous fais la réponse du Conseil d'État. Je pense qu'il nous appartient à nous, députés, et je dirais c'est un propos un peu plus... Enfin, à vous, députés, parce que je le fus, mais je ne le suis plus actuellement, d'être attentif aussi à avoir un droit dont on sait qu'il n'est pas contraire au droit constitutionnel, puisqu'après, on se retrouve dans des situations où c'est sanctionné, et ensuite, on a ce débat démocratique sur le rôle du Conseil constitutionnel. Donc, quand le Conseil d'État indique qu'il y a un sujet... j'ai tendance à faire confiance à cette institution indépendante. Il ne s'agit pas, on met bien la politique de manière séparée, mais là, c'est un problème de fonctionnement de l'amendement et de sa cohérence par rapport au texte que nous portons. Merci. Nous allons donc passer au vote à main levée avec un avis de sagesse de la Commission, défavorable du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre? Alors, je vais le mettre en scrutin public. Merci de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 57, exprimé 32, majorité 17 pour 15, contre 17. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. L'amendement numéro 112, Monsieur Le Seul. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à supprimer les alinéas 13 à 21 de cet article 30. Et nous visons, par cet amendement, à maintenir la compétence d'évaluation de la mise en œuvre des obligations posées par la directive ITS et ses règlements délégués en matière de données routières numériques au sein du ministère chargé des Transports, dans le cas de figure où l'amendement permettant de doter l'ART d'une mission de contrôle et de sanction ne serait pas adopté, ce que, malheureusement, nous venons de faire. Donc c'est un amendement de repli. Je pense que en matière de contrôle, lorsqu'il n'y a pas de sanction, on sait bien qu'on n'a pas tendance à respecter la règle. Donc c'est un amendement de repli qui vise à néanmoins renforcer le pouvoir de l'ART. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Je donnerai un avis défavorable à cet amendement qui vise à retirer à l'autorité de régulation des transports le contrôle du respect par les utilisateurs et les détenteurs de leurs obligations en matière de données et d'informations routières.
Les textes européens invitent les États membres à désigner une autorité compétente pour assurer la mission de contrôle des obligations fixées. Ce sera donc un avis défavorable. Merci. Madame la ministre? Même avis que Madame la rapporteure. Double avis défavorable. Je vais le mettre aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Je ne sais pas, je vais compter parce que ce n'est pas très clair. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 228, Madame la ministre. C'est un amendement de simplification qui abroge l'article du Code de la voirie routière pour simplifier le cadre législatif, l'article L112.9.1.1, tout en garantissant la disponibilité et la fiabilité des informations sur la circulation et la sécurité routière, puisque le projet de loi introduit l'article L1513.2 au Code des transports qui impose à différents acteurs de rendre accessibles les données qu'ils détiennent sur la circulation et la sécurité routière, y compris la vitesse maximale autorisée. Et par l'introduction de ce nouvel article qui est plus large, il rend de fait superfétatoire l'article L119.1.1 du Code de la voirie routière. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Un avis favorable. Avis favorable de la commission. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 30 à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous en venons à l'article 31. Amendement à l'article. Alors, je vous annonce que je suis saisi sur le vote des amendements numéro 100 identiques par le groupe La France Insoumise, nouveau groupe populaire, d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Pour la présentation du numéro 100, Monsieur Cernon. Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Par cet amendement, nous proposons que l'avis rendu par la Commission nationale de l'information et des libertés, la CNIL, devienne un avis conforme. L'article 31 de ce projet de loi prévoit que les détenteurs et utilisateurs de données relatives aux déplacements multimodaux mettent à jour, rendent accessibles et réutilisables des données statiques, historiques, observées et dynamiques sur les déplacements et la circulation. Pour cela, elle modifie l'article L 1115-1 du Code des transports et précise que ces conditions d'application pourront être définies par voie réglementaire après avis de la CNIL. Nous estimons essentiel que cet avis ne reste pas consultatif, mais devienne contraignant. En effet, les enjeux liés à la protection des données personnelles sont cruciaux dans le cadre d'une telle ouverture des données. La transformation en avis conforme garantirait un contrôle plus strict et efficace pour assurer la sécurité et le respect de la vie privée des usagers. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Le Seul, pour la présentation du numéro 150. C'est moi qui vais prendre la parole pour le groupe. Donc, il s'agit aussi... c'est un amendement du groupe socialiste apparenté qui vise à faire en sorte que la Commission nationale de l'information et des libertés puisse rendre aussi un avis conforme. Donc, il s'agit d'adapter le règlement délégué sur le service d'information multimodal, donc sur les voyages. Aujourd'hui, on a un cadre législatif relatif à l'accessibilité et à la réutilisation de ces informations qui doit donc être modifié. Et ce qu'on propose, c'est un décret en Conseil d'État qui serait pris après avis de l'autorité de régulation des transports et qui aurait pour objectif à la fois de compléter la définition des entités qui sont concernées en rajoutant détenteurs de données, de compléter la liste des catégories de données qui devraient être publiées sur le point d'accès national et de supprimer les données relatives aux bornes de recharge électrique, de préciser les conditions de mise à disposition de ces données et préciser les modalités de désignation du responsable de la fourniture de données. Et de la même manière, on élargirait dans l'article L 1263-4 du Code des transports le périmètre des acteurs qui pourraient saisir l'ART. Voilà. Et puis il y a on préciserait les formats de données ainsi que les modalités de calcul de la compensation financière. Et il nous semble donc utile, comme nos collègues, que la CNIL puisse rendre un avis conforme sur le sujet. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, nous avons eu ce débat en commission et la commission a émis un avis défavorable. Vous souhaitez en effet que l'avis de la CNIL sur le décret d'application prévu à l'article 31 soit un avis conforme, c'est-à-dire contraignant pour le pouvoir réglementaire.
Si la CNIL a bien un rôle de conseil au pouvoir public, ces avis ne peuvent en aucun cas être ni des validations ni des refus. La CNIL ne rend pas d'autorisation ni d'avis contraignants sur les projets de texte dont elle est saisie. Ainsi, si la consultation de la CNIL par le pouvoir réglementaire peut être rendue obligatoire par le législateur, comme c'est le cas en l'espèce, il ne saurait rendre l'avis contraignant. Avis défavorable. Merci. Madame la ministre. Alors, j'aurais une position un peu moins dure que Madame la rapporteure, tout en soulignant qu'effectivement, vous avez bien fait de souligner que l'avis conforme de la CNIL apporte certaines contraintes, puisque, au fond, ce que demande la transcription en droit français, c'est de s'assurer qu'on a la prise en compte de la disponibilité et de l'expertise de la CNIL. On peut le faire en avis conforme ou en avis simple. Chacun a ses avantages et ses inconvénients, et donc, du point de vue du gouvernement, ça sera un avis de sagesse en laissant le gouvernement trancher ce point, l'Assemblée trancher ce point. Je vous remercie, Madame Amiot et Monsieur Le Seul. Merci, Monsieur le Président. Concernant les données personnelles, que ce soit celles que nous donnons volontairement, mais surtout celles que nous donnons involontairement, notamment par l'usage de moyens multimodaux, comme effectivement l'usage de bornes de recharge, de vélos ou que sais-je. Toutes ces données, aujourd'hui, elles sont commercialisées. Heureusement, on a la chance de pouvoir y avoir accès aussi pour des études statistiques, pour pouvoir faire de la recherche, pour pouvoir développer des moyens utiles. Mais aujourd'hui, ce n'est pas borné. Ce n'est non seulement pas borné, mais en plus, c'est l'objet de trafic. On a pu le voir récemment avec France Travail, qui obtient aujourd'hui énormément de données personnelles, notamment liées au RSA et aux nouvelles modalités d'obtention, puisqu'il faut renseigner non seulement ces informations personnelles, mais celles de nos conjoints aussi, pour pouvoir bénéficier du RSA. Et on a vu que France Travail s'est fait pirater plus d'1 million de données, de personnes touchées par ces données volées. Et je pense aujourd'hui que se conformer à l'avis de la CNIL sur ce qui est réellement nécessaire, utile de conserver comme données, c'est aussi protéger nos données personnelles, protéger les données de nos concitoyennes et de nos concitoyens, et de faire en sorte qu'il y ait le moins d'intérêt possible à venir les pirater et les voler. Merci. Monsieur Le Seul. Oui, j'ajouterai à cette défense brillante par ma collègue Amiot que nous avons besoin, en tant que citoyens et en tant qu'usagers, de confiance. Nous avons besoin de confiance dans les moyens de paiement, nous avons besoin de confiance dans les informations que nous communiquons pour utiliser facilement ou plus facilement un moyen de transport. Et donc, aujourd'hui, en France, nous avons une autorité qui permet de donner des garanties justement de confiance sur l'utilisation des données ou sur leur sécurisation plus exactement. Et donc, c'est un amendement que je trouve vraiment de bon sens que de demander que l'avis soit conforme, c'est-à-dire que la CNIL ait eu le temps de vérifier que l'ensemble des process sont safe, comme on dit, en tout cas garantissent l'anonymat ou la non-utilisation commerciale des données qui sont ainsi collectées. Je vous remercie. Je vais mettre aux voix ces amendements par scrutin public. Merci de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 70, exprimé 65, majorité 33 pour 18 contre 47. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Le numéro 67, Madame Brulbois. Rédactionnel, Madame la Ministre. Favorable. Favorable, je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 31 à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Sans amendement à l'article 32, je le mets aux voix directement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté.
Je vous annonce que sur le vote de l'amendement numéro 101, je suis saisi par le groupe La France Insoumise Nouveau Front Populaire d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Amendement numéro 109, amendement de suppression. Qui le défend, Monsieur Le Seul? Oui, c'est un amendement auquel tient beaucoup notre collègue Peyo-Dufaux, qui connaît bien le monde ferroviaire et qui soumet cet amendement qui vise à supprimer cet article 33 pour alerter sur les dangers de la sécurité ferroviaire et les droits des travailleurs du secteur que représentent les changements proposés par cet article. Je ne vais pas reprendre l'ensemble de l'exposé des motifs, mais nous le voyons, il y a à travers cet article, qui a 3 alinéas, si ma lecture est bonne, des remises en cause finalement de l'ensemble de la sécurité des travailleurs. Et notamment, il est dit dans l'alinéa 2 que les personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite sont soumis à une vérification de leur aptitude médicale par un médecin et de leur aptitude psychologique par un psychologue qualifié, etc. Nous pensons qu'il est préférable de supprimer cet article 33. Je vous remercie. Le suivant n'est pas défendu, me semble-t-il. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Je donnerai un avis défavorable à cet amendement de suppression de l'article 33 qui vise à réécrire l'article L 2221-7-1 du Code des transports relatif à la vérification de l'aptitude médicale des personnels ferroviaires non conducteurs. Cette réécriture permet d'adapter notre législation au nouveau cadre juridique européen en renvoyant directement aux dispositions du règlement d'exécution du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité et abrogeant le cadre antérieur datant de 2012. C'est un avis défavorable. Je vous remercie. Madame la ministre. Même avis que Madame la rapporteure. Madame Amiot. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, j'aimerais simplement rappeler qu'on est en France les champions d'Europe des accidents du travail et que justement les dispositions prévues par cet article 33 vont à l'encontre de la protection des salariés et qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus le droit de fermer les yeux sur les accidents, y compris les accidents mortels au travail, et que si on continue à raboter justement les différents dispositifs protecteurs des salariés, nous serons ne plus les champions d'Europe, mais les champions du monde des morts au travail. Merci. Monsieur Le Seul. Oui, en complément, je souhaiterais rappeler quand même le cœur de cet article 33 qui permet aux exploitants ferroviaires le soin de déterminer quelles sont les tâches critiques de sécurité sans risquer de détériorer les conditions de sécurité actuellement définies, établies par décret. Et donc, cet article 33, finalement, renvoie simplement aux exploitants le soin de définir quels sont les risques encourus par les salariés et non plus le décret et la médecine du travail. Et donc, nous pensons que ça pose un problème à la fois pour les salariés, mais aussi ça pose un problème d'équité, puisque un même métier pourrait faire l'objet de règles différentes si elles ne sont pas unifiées par le législateur. C'est pour ça que nous souhaitons que ça reste par décret. Je vous remercie. Je vais mettre au voie cet amendement. À main levée avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le numéro 101, Monsieur Cernou. Oui, merci, Monsieur le Président, chers collègues. Bon, la SNCF a un savoir-faire connu, reconnu depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc, par cet amendement d'appel, on souhaite alerter sur les conséquences préoccupantes de certains articles concernant les prescriptions pour les personnels ferroviaires non conducteurs. Les rapporteurs l'ont déjà souligné, la récente révision du règlement d'exécution européen a supprimé la possibilité pour les États membres d'adopter des règles nationales supplémentaires concernant les conditions d'aptitude physique et psychologique de ces personnels. Cette harmonisation européenne à marche forcée risque de conduire à un nivellement par le bas des exigences de sécurité et nous ne pouvons pas accepter une régression qui pourrait compromettre la sécurité de nos agents d'abord et de notre réseau ensuite. La SNCF a été pendant des années le premier réseau européen le plus sûr et le plus fiable
Et donc, je pense qu'on pourrait s'appuyer plutôt sur ces compétences que celles de l'ouverture à la concurrence et le nivellement vers le bas. Je vous remercie. Merci. Madame la rapporteure. La préoccupation que vous exprimez par cet amendement et l'ajout d'un alinéa est couverte par le droit européen qui tient compte de la sécurité du conducteur, des usagers et des tiers en matière de vérification de l'aptitude médicale et psychologique des personnels ferroviaires non conducteurs. Ce sera donc une demande de retrait et à défaut, j'y serai défavorable. Enfin, en France, nous avons aussi un droit du travail, nous avons du dialogue social dans les entreprises et nous avons le PSF, établissement public de sécurité ferroviaire, qui veille aussi à la sécurité des ferroviaires et à l'aptitude médicale et psychologique des personnels. Je vous remercie. Madame la ministre. Même avis que Madame la rapporteure. Demande de retrait. Monsieur Cernon. Oui, non, je ne vais pas retirer cet article. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler quel a été mon métier pendant 17 ans avant d'avoir été député. Je pense qu'en 17 ans, j'ai vu beaucoup de directives européennes s'appliquer malheureusement à la SNCF. Et pour que les entreprises puissent s'implanter plus facilement, ce qu'on faisait systématiquement, c'est tirer les conditions de travail, les conditions d'aptitude physique, psychologique vers le bas. Je vous remercie. Je vais mettre aux voix cet amendement par scrutin public. Je vous prie de bien vouloir gagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 71, exprimé 71, majorité 36 pour 18 contre 53. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Je vais mettre aux voix l'article 33. À main levée, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. L'article 34 qui ne fait pas l'objet d'amendement, je le mets aux voix à main levée, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. L'article 36, amendement numéro 229. Madame la ministre. Cet amendement vise à compléter le code des douanes pour permettre des échanges d'informations entre les agents des douanes et la Direction générale énergie-climat, qui sont les deux autorités compétentes pour la mise en œuvre du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, dans un contexte où les agents des douanes sont soumis par l'article 59 bis du Code des douanes au secret professionnel et ne peuvent donc pas spontanément communiquer les informations dont ils disposent vis-à-vis de la Direction générale énergie-climat. Donc l'enjeu, c'est d'avoir un mécanisme qui soit efficace et pour ça, il faut lever spécifiquement sur ce sujet-là l'article 59B et c'est ce que fait cet amendement. Je vous remercie. Madame la rapporteure, l'avis de la commission. C'est un avis favorable car la coopération entre les différents services qui seront en charge du fonctionnement du nouveau mécanisme de carbone aux frontières, en l'occurrence les douanes et les agents du ministère de l'écologie, est vraiment indispensable, Madame la ministre. Donc avis favorable. Je vous remercie. Je vais le mettre aux voix avec un double avis favorable à main levée, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Article 36. Je le mets aux voix avec cet amendement, qui est pour l'article 36, qui est contre. Il est adopté. Article 37 supprimé. Alors j'ai un amendement, le 230, Madame la ministre. Cet amendement vise à rétablir la proposition initiale du projet de loi prévoyant une ordonnance dans un délai de 18 mois afin de pouvoir inscrire dans les dispositions législatives des ajustements nécessaires à la mise en œuvre du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières en prenant en compte la publication de nouveaux actes secondaires avant le 1er janvier 2026. Alors, je sais
que toutes les demandes d'ordonnance, en règle générale, ne suscitent pas un enthousiasme échevelé de la part des députés et des sénateurs. Je me permets de préciser qu'il s'agit là de pouvoir ajuster en temps réel, en fonction des derniers textes, ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Ce sont des textes qui sont très techniques et qui, d'un point de vue politique, auront déjà été validés par vous dans le cadre de cette transposition. Donc évidemment, il vous appartiendra de demander tous les éléments de communication, d'information et tous les comptes nécessaires, et cela serait parfaitement légitime. Mais là, il s'agit d'un enjeu d'efficacité sur des sujets qui sont importants pour défendre nos industriels face à la concurrence déloyale d'autres pays. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Oui, Madame la Ministre, cet article avait été supprimé en commission, mais le gouvernement propose donc de le rétablir. Je donne un avis favorable car il est indispensable que le gouvernement puisse adapter rapidement les actes délégués qui seront pris par la Commission au cours de l'année à venir concernant le fonctionnement technique du mécanisme d'ajustement du carbone aux frontières. Je souhaite toutefois souligner, Madame la Ministre, que les dispositions mises en œuvre doivent être les plus simples possibles pour les entreprises, notamment pour les petites et moyennes entreprises qui font déjà état de difficultés à remplir correctement leurs obligations. Il est essentiel que ce mécanisme ne soit pas une usine à gaz défavorable à nos entreprises. En effet, elles ne disposent pas des outils de recueil et de calcul nécessaires à obtenir les renseignements des quantités carbone. Et donc, je pense qu'il faudrait aussi réfléchir à la hausse du seuil de déclaration. 15 000 € d'achat, c'est faible. Et aussi au montant des sanctions. Donc, nous comptons sur vous, Madame la Ministre, pour être attentive aux difficultés qui pourraient surgir avec ce nouveau dispositif pour nos petites entreprises. Je vous remercie. Je vais le mettre aux voix avec un avis favorable de la Commission. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté et réécrit donc l'article 37. Article 38, amendement numéro 4. Identique, Madame Aucun. Merci, Monsieur le Président. Je défendrai en même temps que l'amendement 4, le 5 et le 6, parce que les trois ont le même objectif, à savoir, ils visent à faire peser l'élimination des conteneurs de gaz fluoré sur les contravenants et non pas sur les finances de l'État. Parce que le principe de responsabilité, évidemment, est un fondement essentiel de notre droit. Pourtant, lorsqu'il s'agit de l'élimination de conteneurs de gaz fluoré abandonnés, c'est encore l'État, donc le contribuable, qui doit payer à la place des contravenants. Ce n'est pas acceptable. Pourquoi la collectivité devrait-elle assumer le coût des infractions commises par certains acteurs peu scrupuleux? Ceux qui ne respectent pas la loi doivent être sanctionnés, mais surtout ils doivent supporter eux-mêmes les conséquences de leurs actes. Ces amendements visent donc à poser un principe clair. L'élimination des conteneurs doit être à la charge de ceux qui les ont abandonnés et non du contribuable. On nous dira qu'il est parfois difficile d'identifier les responsables. Cela est vrai. Mais ce n'est pas une raison pour renoncer à poser ce cadre dans la loi. Au contraire, en affirmant ce principe, nous renforçons la responsabilité des acteurs et nous envoyons un signal fort. L'impunité ne peut plus être la règle. Je vous remercie. Merci. Madame Ozen. Madame Ozen pour la défense du 135, s'il vous plaît. Merci. Donc là, c'est pour remplacer peut mettre par mais, qui clarifie l'obligation légale et garantit la systématicité des sanctions en cas de non-conformité. Ce changement renforce le principe du pollueur-payeur, simplifie les démarches administratives et assure une meilleure sécurité juridique. Merci. L'avis de la Commission, Madame la rapporteure. Alors, bien sûr, nous partageons ce souci que les responsables des infractions à la réglementation relative au gaz fluoré paient pour ces infractions. La rédaction actuelle du Code de l'environnement, qui prévoit que ce soit systématiquement le cas, pose toutefois problème aux services douaniers qui ne peuvent pas procéder à cette élimination dans les délais idéaux lorsque l'entreprise en infraction disparaît entre-temps, et c'est souvent le cas.
Cette légère modification est une demande des services des douanes qui perdent beaucoup de temps à rechercher des entreprises qui sont de toute façon introuvables et pas françaises. Les services de la Direction générale de la prévention des risques m'ont toutefois assuré que ces frais seront systématiquement portés par le contrevenant dès que l'entreprise existe encore. C'est donc un avis défavorable. Je vous remercie. Madame la ministre. Oui, alors sur cet amendement, et vous avez raison de mentionner qu'ils sont relativement similaires à ceux qui suivent, puisqu'au fond, on prend toute une série de situations où vous avez un contrevenant qui est à l'origine d'une pollution, d'un risque de pollution, et où les coûts d'élimination de cette pollution doivent être pris en charge. Et donc, mon avis sera le même sur l'ensemble des amendements à venir sur cet article, puisqu'on est sur des problématiques similaires. Je vais d'abord dire que vous avez parfaitement raison de dire qu'il est inadmissible qu'un pollueur bien déterminé ne paye pas les coûts de prise en charge de l'élimination de conteneurs, par exemple, au cas d'espèces non rechargeables de gaz fluoré ou de substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Et je veux vous dire ici que lorsque nous écrivons peu dans la loi, c'est que nous le faisons systématiquement quand nous avons connaissance de l'acteur, de l'entreprise qui est à l'origine de la pollution. Là où je me permets d'attirer votre attention, et sur le fondement de l'expérience de nos services douaniers, c'est que malheureusement, et cela a été dit, on n'a pas toujours connaissance de ces contrevenants. Vous l'avez d'ailleurs signalé. Et si on n'a pas connaissance, on ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas résolu ce problème. Et donc on peut se retrouver dans une situation où on n'intervient pas sur des contenants qui peuvent être dangereux. Et c'est pour ça que nous recommandons cette rédaction de peu, mais je m'engage ici à sa lecture en termes juridiques, c'est-à-dire quand le pollueur est clairement déterminé, il doit payer, et vous avez raison de dire qu'il faut qu'il paye, et quand il n'est pas possible de le déterminer et qu'il y a un enjeu de sécurité, alors nous sommes, nous, État, effectivement obligés, en solidarité et pour des raisons de sécurité, de prendre en charge ces coûts. Et donc, c'est une demande de retrait ou avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements à suivre. Et donc, je serai beaucoup plus courte sur mes réponses dans les minutes à venir. Merci, Madame la Ministre. Madame Amiot, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je propose un entre-deux, peut-être en sous-amendant cet amendement, en précisant peut-être donc supprimer le peut, mais en précisant dès que ce dernier est identifié, ou à partir du moment où ce dernier est identifié. Je pense qu'inscrire dans la loi que effectivement, ce n'est pas une option que de faire payer le pollueur, ce n'est pas anodin, c'est aussi un signal fort que d'envoyer. Il y a encore eu récemment un dépôt sauvage de plusieurs milliers d'extincteurs qui ont été retrouvés, déposés comme ça de façon sauvage, où on sait très bien que ce ne sont pas des particuliers qui ont déposé ces déchets, ce sont des entreprises qui se sont soustraites à leur obligation de recyclage et de retraitement de leurs déchets. Eh bien, je pense qu'il est grand temps d'envoyer un message clair et fort sur le sujet. Merci Madame Amiot. Est-ce que Madame la Ministre, vous souhaitez répondre ou sous-amender? Je pense que la proposition qui est faite de trouver une façon, puisqu'au fond, ce que j'entends, c'est un relatif consensus sur le fait que le pollueur doit payer. Simplement, il faut écrire cet amendement. Donc, suspension de séance ? Oui, enfin, je pense que pour l'écrire, il faut l'écrire. Moi, je suis prête à suivre dès lors que la rédaction vole, c'est-à-dire qu'on a bien cette idée que si on n'a pas de solution, il faut quand même s'occuper. Et peut-être elle ne sera pas parfaite dans l'immédiat immédiatement, mais je compte aussi sur tout le monde pour qu'en CMP, les corrections qui vont bien et le regard des juristes permettent de finaliser cette approche. Je vous remercie. Je vais donc suspendre pour 3 minutes, le temps d'écrire un sous-amendement. Merci.
Alors, nous allons reprendre la séance. Le troisième sous-amendement n'est pas arrivé, mais il devrait arriver, j'imagine, entre-temps. Donc, il y a un sous-amendement qui a été déposé sur l'amendement numéro 4. Madame Brulebois, Madame la rapporteure pour la présentation. Alors, c'est un amendement rédactionnel de la Commission de développement durable qui ajoute « dès lors que le contrevenant est identifié ». Très bien. Madame la ministre ? Favorable. Favorable. Je mets aux voix ce sous-amendement numéro 251. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Je mets ainsi aux voix l'amendement numéro 4 sous-amendé. Non, je ne crois pas qu'il est en scrutin public. À main levée, qui est pour ? Qui est contre ? Ils sont adoptés. Donc, le numéro 4 est identique. Sur l'amendement numéro 5, qui a déjà été présenté tout à l'heure, il y a le même sous-amendement. Madame la rapporteure, peut-être je vous laisse faire une présentation également du sous-amendement. Un sous-amendement identique favorable. Madame la ministre ? C'est exactement la même démarche sur toute la série d'amendements. Donc, Bien. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur ces amendements ? Non. Je mets au voie le sous-amendement. Qui est pour ? Qui est contre ? Adopté. L'amendement ainsi sous-amendé. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. 137 et 152. Le 137 et le 152 qui ne font pas l'objet de sous-amendement, à moins qu'il y en ait un qui ait été déposé. Il a été déposé. Le numéro 253 sous-amende le 137 et le 152 de la même manière que les deux précédents. Complète l'alinéa 4 par les mots « dès lors que le contrevenant est identifié ». Je le mets aux voix si vous en êtes d'accord. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Je mets aux voix l'amendement numéro 137 ainsi sous-amendé. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. L'amendement numéro 6 qui avait été présenté tout à l'heure par Madame Bouquin, qui fait l'objet du même sous-amendement. Oui, non, peut-être. Oui, il doit faire l'objet du même sous-amendement qui n'est pas arrivé jusqu'à nous. Sur le 6. Alors, on me dit que c'est le même sur le numéro 6. Je vous propose de le mettre aux voix. Donc, je le relis. Non, il est arrivé. Donc, c'est le sous-amendement numéro 254 qui complète l'alinéa 4 par les mots « dès lors que le contrevenant est identifié ».
Qui est pour le sous-amendement? Qui est contre? Il est adopté. Qui est pour l'amendement numéro 6 ainsi sous-amendé? Qui est contre? Il est adopté. Je mets au voie l'article 38 ainsi amendé. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. L'article 39. Un amendement de rétablissement. Monsieur Thiébaut. Oui. Merci, Monsieur le Président. Alors, mes chers collègues, effectivement, je souhaite, à travers cet amendement, réintroduire l'article qui a été supprimé en commission. Je veux juste passer un petit peu dedans pour bien insister, puisqu'en fait, c'est un sujet qui concerne beaucoup de nos citoyens, beaucoup des collectivités, qui concerne les inondations. Aujourd'hui, nous avons donc dans notre droit national la directive de 2007 qui a été transposée en 2010 dans le droit national, qui gère tout ce qui est effectivement la gestion des risques aux inondations, les PGRI et autres. Et aujourd'hui, toutes les collectivités locales et territoriales sont unanimes sur ce sujet, même les services administratifs de l'État. C'est extrêmement complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a des documents qui sont reliés à d'autres documents, qui font que qui n'ont pas forcément les mêmes échéances, dans une mise à jour qui rendent caduque certains documents, qui font qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet de visibilité, lisibilité, et que souvent, dans le cas des PGRI, on met énormément de temps pour pouvoir répondre aux problématiques que nous rencontrons actuellement sur les inondations qui sont devenues un enjeu majeur. Donc, à l'issue des deux premières séquences sur la directive, il a été décidé de simplifier cette directive européenne. C'est le cas de ce que je propose à travers cet amendement. En rétablissement, l'article 39, c'est simplifier la vie des collectivités territoriales en rendant les PGRI plus lisibles, plus concrets, en facilitant la concertation et aussi de mieux adapter la concertation publique de manière adaptée par rapport à certains enjeux. Ça a été supprimé en commission développement durable parce qu'il y a actuellement une mission qui va être lancée, qui est en cours, et qu'il a été décidé qu'on attend l'issue de la mission. Sauf qu'aujourd'hui, l'issue de la mission, on ne sait pas quand il y aura un texte législatif, et en attendant, les collectivités territoriales, les acteurs locaux sont toujours soumis à la complexité actuelle. C'est pour ça que je propose de réintroduire cet amendement, parce que c'est vraiment du bon sens pour les collectivités territoriales et nos acteurs locaux. Pour une fois, ça supprime des surtranspositions et ça facilite la vie et ça simplifie, je pense, qu'il est un vœu que nous partageons tous sur ces bancs pour nos collectivités territoriales. Donc voilà, c'est pour ça que je voudrais introduire cet article. Merci. Merci. Madame la Ministre, votre avis? Favorable. Favorable. Madame Ozen. Oui, donc cet amendement vise à rétablir l'article 30. Contre l'avis de la commission DDAT, elle vise à réintroduire un article affaiblissant la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation. La cohérence avec les engagements européens et la sécurité des citoyens nécessite une politique ambitieuse et préventive. Supprimer cet article est essentiel pour garantir une gestion efficace des risques. Donc non, il faut le supprimer. Monsieur le rapporteur. Je ne vous propose pas de le supprimer, je vous propose de le rétablir. Et justement, si on ne vote pas le rétablissement de l'article, vous simplifiez rien du tout, vous rendrez les choses de plus en plus complexes et les délais de plus en plus longs. Et quand on voit les problématiques qu'on a actuellement, justement, sur la gestion des inondations, et quand j'étais rapporteur pour avis sur le budget, notamment sur la partie prévention des risques, tous les acteurs locaux m'ont dit « ça devient ingérable ». 15 ans aujourd'hui pour pouvoir faire des travaux, pour pouvoir se rendre conforme par rapport au risque d'inondation. Donc c'est pour ça que je vous sensibilise. C'est pas moi qui le dis, ce sont les acteurs locaux, ce sont nos maires, ce sont eux qui aujourd'hui ont les pieds dans l'eau et qui gèrent. Vous avez connu toutes les histoires que nous avons eues ces derniers mois. C'est pour ça que je me permets vraiment d'insister sur cet article. C'est un besoin essentiel, attendu par les collectivités territoriales. Ayons une pensée aussi pour nos élus locaux, nos maires et les citoyens qui aujourd'hui font face à ces problématiques des inondations. Merci. Monsieur Biteau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, vous le dites vous-même, le sujet est complexe.
Le sujet est complexe et nécessite des expertises suffisamment abouties pour trouver les bonnes solutions. Et donc vouloir simplifier, vouloir contourner des réglementations qui précisément sont là pour convoquer l'approche globale dont on a besoin, pour convoquer la vision à long terme dont on a besoin, peut conduire à des réponses qui ne sont pas celles qui vont exactement répondre à ces défis liés aux inondations, liés aux sécheresses, parce qu'en vérité, c'est les deux faces de la même pièce. Et donc, moi, je suis inquiet sur cette volonté de simplification qui peuvent conduire précisément à la réponse inverse à celle qu'on doit apporter pour vraiment répondre à un aménagement du territoire qui protège les populations en cas de forte pluviométrie qui entraîne des inondations, parce qu'on ne sait plus accueillir les crues. Et donc, accueillir des crues, ça se réfléchit à l'échelon territorial. Et donc, attention à vouloir simplifier. Parfois, on arrive à des solutions trop simplistes. Je vous remercie. Madame la Ministre. Non, je vais venir en appui de monsieur le rapporteur, peut-être parce qu'on a tous les deux été sur des territoires inondés, qu'on a dû être au contact et en accompagnement des élus locaux. Moi, je l'ai vécu 4 fois successives en 1 an, 4 fois. Et je peux vous dire que quand vous êtes ministre de l'écologie et que vos propres approches et procédures empêche d'agir pour protéger les Françaises et les Français, vous vous dites qu'il y a un vrai problème. Et moi, je ne confonds pas écologie et bureaucratie. Monsieur le rapporteur. Oui, juste intervenir parce que vous avez dit quand même quelque chose d'important. Vous avez dit le contournement. On ne contourne rien. On allège les procédures administratives. C'est-à-dire qu'on a des documents qui aujourd'hui sont établis, qui deviennent caducs parce qu'ils font lien à un document qui entre-temps ont été mis à jour. Il faut revenir dessus. Donc ça devient illisible pour les acteurs locaux. Ça devient illisible aussi au moment des enquêtes publiques pour la population. Là, on rend les choses beaucoup plus lisibles, concrètes, adaptées pour justement pouvoir respecter les objectifs qu'on partage. Parce qu'effectivement, c'est des sujets complexes, je le comprends. Mais si vous voulez, il y a la complexité de la réflexion et la complexité administrative. Là, on s'attaque à la complexité administrative. C'est pour ça que j'insiste bien sur ce sujet de la complexité administrative. Et non pas sur la problématique d'avoir effectivement des réflexions sur les bassins versants, sur tous ces sujets-là, avec des acteurs qui savent maîtriser. Là, ce qui devient ingérable et intenable pour nos élus locaux et citoyens, c'est de se dire que ça n'a pas été fait parce qu'il y a des procédures qui sont beaucoup trop complexes et longues du point de vue administratif. Et je pense qu'on est tous dans cette volonté-là de vouloir les résoudre. Merci. Je vous propose de passer aux voix avec un double avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Cet amendement est adopté. Il réécrit donc l'article, il rétablit l'article. Sur l'article 40, il n'y a pas d'amendement, je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Article 41, rédactionnel, très bien. Monsieur le ministre? Favorable. Favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 41. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. 41 bis, amendement de suppression. Monsieur le ministre, pour la présentation de l'amendement numéro 232 de suppression. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, il s'agit de supprimer la réintroduction de l'inscription à l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens qui exercent en établissement fabricant, important, exportant ou distribuant en gros des médicaments vétérinaires. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Ça a été très bien expliqué par le ministre, donc la défense de mon amendement était totalement identique. Et favorable aussi. Double avis favorable, j'imagine. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont adoptés. Le 41 bis, je le mets aux voix. Non.
Il est tombé. L'article 42, amendement à l'amendement numéro 140, Monsieur Gosselin. Il n'est pas défendu. Si. Ah, Monsieur Gosselin. Bonsoir, Monsieur le Président. C'est un amendement rédactionnel. Très bien. Monsieur le ministre. Favorable. Favorable. Je mets aux voix cet amendement numéro 140 avec un avis favorable du gouvernement qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Monsieur Gosselin, encore pour le numéro 141. Je vais même vous permettre, Monsieur le Président, en ayant salué Monsieur le Ministre, les collègues rapporteurs et l'ensemble des collègues, vous permettre, si vous le voulez bien, de gagner un peu de temps. Je vous en prie. Ça vous permettra de passer au vote plus rapidement. Donc le 140, c'était un rédactionnel. Le 141 est aussi un rédactionnel, suivi de peu du 146 qui est un rédactionnel. Et pour terminer cette petite série, le 142 rédactionnel aussi. Merci, Monsieur le Ministre. Avis favorable. Avis favorable. Sur l'ensemble de ces amendements, je les mets aux voix. Le 141 qui est pour, qui est contre, est adopté. Le 146, même avis, même vote. Adopté. Le 142, même avis, même vote. Adopté également. L'amendement numéro 26, défendu. Monsieur le rapporteur. C'est un avis défavorable. Défavorable, Monsieur le Ministre. Défavorable. Défavorable. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le numéro 27. Défendu. Défavorable de la Commission. Défavorable. Défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le numéro 143. Monsieur Gosselin. Je vous propose, et pour les mêmes raisons, de faire un petit ensemble groupé. Donc le 143 est un rédactionnel, tout comme... Ah, voilà, je n'arrive pas à décoller la page. Tout comme le 147, tout comme le 148, et Monsieur le Ministre anticipe parfaitement bien. Et donc nous avons 3 amendements avec un avis favorable du rapporteur et de la Commission, et sans doute du ministre. Avis favorable du gouvernement. Je mets donc aux voix l'amendement numéro 143 qui est pour, qui est contre, est adopté. 147, même avis, même vote. Oui, il est adopté. Le 148, même avis, même vote. Adopté également. Je mets aux voix l'article 42 qui est pour, qui est contre. Alors, je vais demander un scrutin public sur l'article 42. Merci de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 78, exprimé 67, majorité 34, pour 39, contre 28, l'Assemblée nationale a adopté. Article additionnel après l'article 42, Monsieur Gosselin, le numéro 161. Alors là, on n'est plus dans du rédactionnel. Il s'agit de coordonner les textes, parce qu'il y a un petit bug entre la loi immigration et la loi Valtou sur l'accès aux soins. Et donc ici, il s'agit de garantir que la carte de séjour talent, profession médicale et de pharmacie créée par la loi immigration du 26 janvier 2024 soit bien incluse dans le régime commun des cartes talents. C'est un vrai sujet. Évidemment, cette carte elle a vocation à bénéficier du régime des autres cartes talents. Donc se voir délivrer une carte dès la première admission au séjour, possibilité pour les membres de la famille de bénéficier d'une carte de séjour par dérogation aux règles de regroupement familial et bien sûr un titre dispensé des obligations d'intégration républicaine. Et donc c'est un amendement que je soutiens, Monsieur le Président, et en tant que rapporteur, j'aimais, c'est parfois la schizophrénie est compliquée, mais c'est un amendement aussi à l'avis favorable de la Commission. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, cet amendement vise à corriger une omission qui permet de rétablir la carte talent, donc c'est un avis favorable. Avis favorable du gouvernement, je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre?
Il est adopté. L'amendement numéro 28, Monsieur Renaud. Défendu. Défendu. Monsieur le rapporteur. Avis défavorable. Défavorable. Monsieur le ministre. Défavorable. Double avis défavorable. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le numéro 43, Monsieur Renaud. Oui, donc c'est un amendement qui vise à obtenir des informations complémentaires sur l'impact de l'article 42 qu'on vient de voter. Quand je dis on, le groupe Rassemblement National a voté contre, pour savoir quel est l'impact sur les flux migratoires et sur le nombre de personnes qui seraient concernées par l'article 42. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Alors évidemment, je ne suis pas Madame Soleil, donc je ne peux pas vous donner les chiffres pour le futur, chers collègues, mais au moins ceux de l'année 2023, qui est la date de référence qui figure dans le rapport. En 2023, on a eu 8616 cartes de séjour accordées au titre de la carte bleue européenne à des travailleurs donc hautement qualifiés, titulaires de doctorat, ingénieurs, etc., qui s'ajoutent aux 4031 titres accordés au titre du regroupement familial, et cela fait un total de 12 647 titres délivrés en 2023, donc on est loin du déferlement que l'on entend parfois, et je le rappelle, c'est vraiment un intérêt pour des postes de personnes hautement qualifiées, titulaires de doctorat, de diplômes d'ingénieurs dont on a vraiment besoin pour le pays. Donc un avis défavorable à l'amendement rapport, et je crois que vous avez les éléments de réponse. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le député, l'impact de ce dispositif fait déjà partie des éléments qui sont analysés dans le cadre du rapport sur l'immigration prévu à l'article 123-1 du CESEDA et qui est remis au gouvernement le 1er juin de chaque année. Donc les éléments sont déjà communiqués au rapporteur de projet de loi et que ça inclut déjà ces informations. Donc ça sera un avis défavorable ou un retrait. Je vous remercie. Il est maintenu. Je le mets donc aux voix avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je vous remercie. Prochaine séance, demain 9 h. Question orale sans débat. La séance est levée.